Le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, encore une fois, merci de votre fidélité à Espace républicain. Nous sommes aujourd'hui dans la 12e édition. Nous avons commencé petit à petit, mais aujourd'hui nous sommes contents d'avoir atteint au moins un objectif, c'est celui d'être là au rendez-vous chaque 15 jours pour vous parler de notre pays, pour vous parler des enjeux, mais surtout aussi pour nous éveiller à nos responsabilités citoyennes. Cette semaine, il y a eu plusieurs choses, vous êtes au courant. Le dialogue a commencé à la Cité de l'Union africaine. Il y a déjà des travaux qui se font presque en commission. Les enjeux ont commencé parce que les discussions sont déjà entre les parties prenantes à ces dialogues. La question qui reste en suspens, c'est celle de son inclusivité, certains diraient de son inclusion, jusqu'à la fin, comment ça va se dérouler, mais aussi et surtout, c'est de savoir si ce dialogue s'inscrit dans une pratique culturelle congolaise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons dit, avant de rentrer dans l'actualité, interrogeons l'histoire. Est-ce que le dialogue tel qu'il est prôné aujourd'hui est-il consubstantiel de notre agir collectif? Ou bien le dialogue, comme parfois certains le font passer, c'est généralement à usage extrême et résiduel. Si le dialogue est constitutif de notre identité, pourquoi il n'est pas au cœur de notre dispositif constitutionnel, notre dispositif politique? Ces questions nous les sommes posées et nous avons voulu interroger l'histoire. C'est comme ça que la première partie de cette émission va aller un peu vers l'histoire de notre pays. Nous allons examiner la plupart des tables rondes, dialogues, forums qui ont été organisés dans le pays. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Quel était l'enjeu? Nous allons y passer très rapidement et puis nous reviendrons au dialogue qui est en cours aujourd'hui pour nous poser la question suivante. Quels seront les moyens à mettre en place pour consolider ces acquis? Parce que généralement, on va de dialogue en dialogue parce que les acquis ne sont pas consolidés. Merci donc de votre fidélité, surtout merci de nous suivre et de réagir. Je voudrais, en entrée de l'émission, vous dire qu'une tribune aussi a été publiée par la presse. D'ailleurs, Géopolis et Forum l'a publiée, une tribune d'un Congolais, M. Darouezi, que nous connaissons, honorable député honoraire, honorable député actuel, excusez-moi, qui a publié une tribune sur la question de l'Est. Nous l'avions déjà traité dans notre espace républicain, je crois, numéro 7 ou numéro 8. Mais à la fin de cette tribune que vous lirez dans le Forum des As ou dans Géopolis, honorable Darouezi dit que face au danger de balkanisation qui pèse sur la nation, le temps est venu pour l'engagement citoyen. Nous devons faire place nette pour que les Congolais aillent de l'avant et laisser les guerres d'ego à côté. C'est donc un appel aussi qui vient renchérir sur notre débat d'aujourd'hui. L'engagement citoyen, ça a été notre credo depuis le début à l'espace républicain. Pour en parler, ils sont tous présents et nous allons directement commencer. Et comme je ne veux pas les représenter, quand je leur donne la parole, vous les reconnaîtrez très rapidement. Nous allons commencer par la première des réunions plus importantes, c'était pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous n'avons pas eu l'indépendance par une guerre de tranchées comme dans certains pays en Algérie. Nous nous sommes battus certainement de manière démocratique. Et il a fallu que les Belges et les Congolais se mettent autour d'une table, autour de la table ronde, pour pouvoir parler, discuter et tracer l'avenir. Alors, nous allons commencer par la table ronde de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel était l'enjeu? Comment les Congolais se sont comportés? Pourquoi ont-ils choisi la table ronde? Pourquoi il fallait absolument qu'ils soient tous
d'un même avis sur les objectifs à atteindre. Pour en parler, je salue la présence de Diana, qui n'était pas à la table ronde, mais l'histoire, elle est là, elle est une répétition. Diana, bonjour. Merci donc d'être là aujourd'hui. Beaucoup de mails en faveur de Diana. Diana laisse personne indifférent, hein, et ce qu'il aime, et ce qu'il jette aux gémonies, mais Diana, c'est Diana. Alors, la table ronde de Bruxelles, nous allons commencer très rapidement. Vous allez nous rappeler simplement l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, vous avez fait une bonne petite introduction, mais en disant justement que le pouvoir congolais est né avec le dialogue. Avant même que nous ayons un gouvernement, il a fallu qu'il y ait dialogue. Donc, ce qui veut dire que le pouvoir que nous avons joué est né par le dialogue. Et ce dialogue-là est appelé la table ronde de Bruxelles. Et cette table ronde est arrivée juste au moment où Lumumba revient d'Accra, il fait un meeting, et Kassavo voudrait faire un meeting, il y a eu des troubles à Kinshasa. Alors, comme il y avait des troubles, les Belges qui dirigeaient le pays à l'époque ont dit non, mettons-nous ensemble pour trouver, parce que le mot indépendance est tombé, et alors la Belgique va convoquer cette table ronde de Bruxelles pour qu'on puisse parler justement du passage apaisé du pouvoir. Le mot apaisé, vraiment. Voilà, le mot apaisé est déjà à cette époque-là. Et d'ailleurs, le roi le dira, et c'est sans tergiversation ni précipitation, ni précipitation funeste. Donc, il fallait arriver à cette indépendance. Cette table ronde est convoquée le 15 décembre 1959. Mais elle se tiendra du 20 janvier 1960 au 20 février 1960 aussi. Pendant un mois. Pendant un mois, oui. Oui. Et il avait tout au plus 82 délégués, dont 44 effectifs, et les autres sont des suppléants. Et je vous dis qu'à l'époque, déjà, il se posait un problème des délégués. Le camp nationaliste Gizenga Lumumba Mulele estimait que le ministre belge, que nous pouvons comparer à Kodjo aujourd'hui, qui avait dressé les listes, Schrijver, qu'est-ce qu'il fera? Il va favoriser les personnalités pro-catholiques contre les soi-disant communistes comme le Mulele, le Gizenga, tout ça. Et c'est pourquoi Mulele n'ira pas à la table ronde. Il estimera qu'il ne peut pas aller là-bas, être autour du maître. C'est comme s'il allait recevoir des leçons du maître. Parce que pour lui, le maître, il fallait tout simplement le chasser, au lieu d'être autour de lui. Gizenga, à son tour aussi, ne sera pas là. Et on va se rendre compte que le camp national, Lumumba est en prison. Et je le dirais, j'ai entendu un dialoguiste pour dire que Lumumba c'était un voleur qu'on a pris en prison puis qu'on l'a ramené. Non, Lumumba était en prison pour avoir troublé l'ordre public à Stanleyville, à Kisangani. Et c'est pourquoi on l'avait arrêté, ce n'était pas pour avoir volé quelque chose. Alors maintenant, Lumumba n'est pas là, en prison, Gizenga n'y va pas, et Mulele, non. Il se retrouve chez Sékou Touré en Guinée. Alors maintenant, on parle déjà de l'inclusivité, donc l'inclusion. C'est un néologisme congolais, acceptons-le. L'inclusivité n'était pas là. Mais il fallait quand même aller au dialogue. Mais les Congolais quitteront quand même, ils arrivent à Bruxelles. Et là, à Bruxelles, pour résoudre le problème d'inclusivité, ils vont exiger la présence de Lumumba. Et donc, on n'a pas libéré les prisonniers politiques comme condition, mais déjà comme une résolution. Nous sommes encore dans l'évocation historique. Nous n'allons pas encore faire on ne va pas encore arriver aujourd'hui. Nous sommes dans le passé. Voilà. Alors, cette table ronde-là va se dire, dans cette querelle-là, vous allez vous rendre compte que dans le camp nationaliste, Gizenga ne sera pas. Mais Lumumba arrive quand même à la table ronde. Il va soutenir ce forum-là. Ouais. Et il se retrouvera par hasard à Moscou. Alors qu'il devrait être à Bruxelles, il se retrouve à Moscou. Et Mulele se retrouve auprès de Sékou Touré en Guinée. Et de là, il fait aussi une conférence de presse pour dire que cette table ronde n'aura servi à rien si elle n'aboutit pas à notre indépendance. Bon, il est de cœur avec ça, mais il tient il fait pression pour l'objectif. Voilà. Alors, la table ronde, maintenant, quand on arrive, les Belges étaient sûrs que
les Congolais ne se mettront pas d'accord. Il y aura les unitaristes, il y a les fédéralistes, et quand ils vont se quereller, et la Belgique va tirer son profit afin de pouvoir faire en sorte que... De postposer l'indépendance. Tout à fait. On la postpose, on donne une indépendance de façade avec la communauté belgo-congolaise. Congolais et Belges se retrouveront citoyens d'un même pays, et ainsi de suite. Mais curieusement, lorsqu'on arrive à Bruxelles, les gens disent « créons le front commun ». Quelles que soient nos tendances au pays, mais ici nous avons un objectif à atteindre, c'est l'indépendance. Puisque l'indépendance ne nous divise pas. L'indépendance ne divise ni les Bakongo, ni les Baluba, ni de quoi, ni les fédéralistes, mais d'abord l'indépendance, le reste viendra après. Faisons un front commun. Et les Congolais vont créer le front commun en plein travaux de la table ronde devant la Belgique dépassée. Et lorsque le mot indépendance va sortir de tout le monde d'un seul mot, la Belgique ne pouvait pas reculer. Et alors voilà, c'est pourquoi l'indépendance a été proclamée le 30 juin 1960. Merci Diana de cette évocation. L'indépendance est proclamée. Ceux qui sont partis à la table ronde de Bruxelles ont gagné parce qu'ils ont atteint l'objectif d'arracher une date d'indépendance à la Belgique. Nous avons donc, nous sommes rentrés au pays. Il faut donc une autre table ronde à Bruxelles, celle économique. On ne va pas l'évoquer aujourd'hui, on l'a déjà évoqué. Mais à peine que nous sommes indépendants, c'est déjà les conflits entre les différents protagonistes du pouvoir congolais. Et une autre conférence va avoir lieu. Je pense que c'est la conférence de Tananarive. Parce qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Congolais sont revenus. Évidemment, on ne va pas donner la parole à Diana, mais on va donner la parole à Freddy. Freddy qui va nous évoquer un peu, parce que nous repassons l'histoire en boucle un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Congolais qui étaient déjà en front commun pour obtenir l'indépendance ne parviennent pas à avoir un gouvernement autour de cette même vertu qu'est le dialogue? Oui, merci beaucoup, Willy. Comme je ne suis pas historien, je me réfère au document du professeur Mutamba Makombo. Question d'histoire. Édition d'Ilomami. Donc c'est dernière publication, tome 3. Je pense que le prof Mutamba Makombo, qui est un historien, professeur d'histoire, a relevé un peu toutes ces conférences. Qu'est-ce qu'il dit exactement sur Tananarive? Oui, avant de parler de Tananarive, il y a eu la conférence, la table ronde de Léopoldville, du 25 janvier au 16 février de 1961. Mais cette table ronde a eu échec parce qu'il y avait d'abord les Katanga et les Kassai qui étaient en sécession. Il fallait trouver un compromis pour les faire entrer. Mais c'est Moïse Tshombe qui n'a pas voulu ça. Et à la fin, c'est que Mutamba écrit, Moïse Tshombe récusait la validité de la table ronde de Léopoldville. Il faut libérer les Kivu et la province orientale des communistes, disait-il. Les représentants sont des réfugiés. Donc, c'était la position de Tshombe. Pour lui, il faut libérer, chasser un peu les communistes pour que la table ronde soit un succès. Mais après l'échec de la table ronde de Léopoldville, il y a une deuxième table ronde, donc la conférence de Tananarive à Madagascar, du 8 au 16 mars 1961. En fait, toujours, du fait que les Katanga et les Sud-Kassai étaient en sécession, il y a eu un rapprochement entre Léopoldville donc, et Katanga. Pour garder les mêmes, vous allez continuer. Ce qui est au cœur du problème ici, c'est qu'il y a sécession. À peine que nous venons d'être indépendants, deux parties importantes du pays se retirent de la nation, c'est le Katanga et les Sud-Kassai. Exact. Donc, pour pouvoir régler cette question, il faut aller vers des conférences. Il faut discuter, il faut parler. Oui. Donc, les Katanga et les Sud-Kassai étant en sécession maintenant, il y a eu toute une relation entre Léopoldville, donc Lumumba, Kasavubu, avec Kachombe et Kalonji. Ils ont fait un petit réseau. C'était pour lutter contre les nationalistes qui étaient Gizenga, qu'on disait que c'était des communistes. Aux communistes. Exact. Évidemment, Gizenga qui était parti en Russie, oui. En avait les parfums. Effectivement. En fait, pendant cette période, tout le monde avait peur qu'on soit sous tutelle de l'ONU. Et pour cela, on a signé des accords entre Tshombe, qui avait des mercenaires, parce que les mercenaires de Tshombe ne voulaient pas... Alors, qui était à la conférence de Tananarive? Qui ont participé? C'était les gens de la droite, en quelque sorte, proches du milieu d'affaires, et plus aussi Léopoldville, parce que ce qui était absent, ce qui est beaucoup plus important, c'était les lumumbistes. Ils ont refusé, ce qui a fait qu'il y a eu échec à Tananarive. Mais vous verrez que pendant la conférence de Léopoldville, tout comme la conférence
comment on appelle ça, Nadiv, il y a un élément important, c'était l'assassinat de Lumumba. Donc l'assassinat de Lumumba a divisé les deux camps. Donc il y a ces gens, il y a des gens qui travaillent avec les anciens colonisateurs, la Belgique et les puissances occidentales, et des nationalistes qui ne voulaient pas, après l'appel de Lumumba, de négocier avec ces gens. C'est comme ça qu'ils ont créé au moins deux camps. Et vous verrez qu'à travers l'histoire de notre pays, depuis 60 jusqu'à ce jour, il y a des camps. Les camps là sont continus. Merci beaucoup. Non, ne sont pas connus, il faut apporter précision. Je vous en prie. Il y en a ceux qui sont avec des intérêts étrangers, qui portent des masques. Il y a des patriotes. Là, c'est les Freddy idéologiques qui parlent. Ce n'est pas l'idéologie, c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a pas d'idéologie ici, c'est la réalité. Vous avez des nationalistes, qu'on appelle un peu les gens de gauche, qui défendent les intérêts du peuple, et vous avez de l'autre côté des réactionnaires qui travaillent pour les intérêts étrangers. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Sur ce plateau, vraiment, il y a des gens qui ont pris des positions. Hein. Évidemment, le temps arrive ne réussit pas parce que, évidemment, je l'ai dit, entre la table ronde de Bruxelles et la conférence d'en arrive, il y a un fait majeur, c'est l'assassinat de Passemé Lumumba et le pays est divisé, son gouvernement est dissous et vous connaissez l'histoire, mais ici nous évoquons simplement la question, comment on règle les questions par les rencontres. Et évidemment, pour pouvoir maintenant ramener les nationalistes, lumumbistes et les autres, il a fallu qu'on aille au conclave de l'Ovanium et nous évoquons cela avec Bruno. Qu'est-ce qui se passe pour que les deux camps se retrouvent finalement? Merci Willy. Sans nous perdre dans de généralités de conjoncture, il faut noter que le conclave de l'Ovanium, c'est une sorte de session spéciale des deux chambres du Parlement qui était déjà congédiée 10 mois plus tôt. C'était à la fin du mois de septembre 1960, où Iléo nommé Premier ministre en remplacement de Lumumba par Kasavubu. Vous vous souvenez des bras de fer entre les deux, je parle des détails. Iléo a présenté son gouvernement devant les deux chambres du Parlement, qui l'ont rejeté du coup, le qualifiant d'un somptueux Premier ministre et d'un gouvernement illégal. Il a été rejeté. Le comté aurait étonné parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire était essentiellement lumumbiste. Alors, le président Kasavubu a décidé avec Lio, qui était son Premier ministre, de contresigner une ordonnance présidentielle qui congédiait pratiquement les deux chambres du Parlement pour 1 mois. En réalité, ils étaient dissous pour 10 mois. Et ils ont été, par la force des choses, avec la pression internationale, l'élan nationaliste également, l'élan de réconciliation, amenés à réouvrir ces parlements-là. Mais il fallait mettre ces parlements en dehors de la pression populaire, de la pression tribale ethnique qui caractérisait la plupart de ces élus qui avaient encore des pesanteurs de leurs origines tribales. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi l'Ovanium, l'actuel Inikin, Université de Kinshasa, pour servir de cadre à cette session spéciale du Parlement qui durera en réalité 10 jours, soit du 22 juillet au 2 août 1961. Alors, j'allais enchaîner pour dire que l'enjeu de cette session spéciale du Parlement ou de ce conclave de l'Ovanium, c'était de parvenir à un gouvernement pratiquement de salut général, qui devait mettre tout le monde d'accord afin de dégager une cohésion nationale qui était nécessaire parce que le pays, vous l'avez dit tantôt, était en déflagration. Il y avait la sécession du Katanga, il y avait également Gizenga qui faisait la résistance à la Stanley République libre voilà. du Congo. Et la sécession du Sud Kasaï tendait à s'estomper parce que Kalonji était dans le bloc d'Iléo qui était du MNC Kalonji. Alors la session a duré 10 jours et le point culminant c'était la désignation, non pas d'Iléo, encore moins de Gizenga, mais plutôt de Cyril Adoula, qui était dans le gouvernement Iléo comme ministre de l'Intérieur, le numéro 2, mais comme il était immodéré, on a pensé qu'il pouvait représenter une voix importante. C'est là l'option de la troisième voie évoquée aujourd'hui, mais ça date encore une fois de ces années-là. Et la leçon que, disons, le bénéfice de ce conclave de l'Ovanium, c'était de parvenir à un gouvernement qui était accepté par tout le monde. Déjà par la personnalité d'Abdoula, qui n'était pas un faucon, il était un modéré, il était accepté par tous les deux camps. C'est ainsi que Gizenga plus tard acceptera de siéger dans ce même gouvernement d'Abdoula comme vice-premier ministre, au même titre que Sendoué, au détriment plutôt de... Évidemment, c'est important cette conférence, ce conclave de l'Ovanium, parce que vous savez, le conclave
Pour ceux qui ne le savent pas, le conclave, c'est ce qui souvent les cardinaux sont ensemble Voilà. pour élire un pape. Alors quand la fumée blanche sort, on a un nouveau pape. Le pays n'avait pas de gouvernement. Voilà. Donc il y avait beaucoup de gouvernements. Un gouvernement à Kisangani, un gouvernement à Kinshasa, un gouvernement à Lubumbashi, un gouvernement au Kasaï. Donc il y avait beaucoup de gouvernements. Il fallait remonter un tout petit peu vers la montagne de l'Ovanium pour sortir la fumée blanche. Elle est sortie et c'est Adoula qui est sortie. Ici, je voudrais quand même qu'on... Il y a une leçon que je voulais voilà, noter. La leçon, la petite leçon, c'est que depuis toujours, vous remarquerez que ce soit en Belgique, que ce soit en Tananarive, Coquelateville, Léopoldville et même l'Ovanium maintenant, on a toujours noté une constance, c'est que l'extrémisme radicaliste souvent profite aux outsiders, considérés comme des modérés. C'est là l'option de la troisième voie. Des gens qu'on ne prévoyait pas, qu'on ne planifiait pas, qu'on ne pouvait pas soupçonner. Très bien. Mais directement, ils sont parce qu'il faut... Les sont retenus, nous allons y arriver tout à l'heure. Chacun retient de l'histoire ce qu'il comprend le mieux dans les stratégies. Évidemment, nous repartons vers l'histoire. Il y a un gouvernement, ça va faire, ce gouvernement va rester longtemps. Je pense que nous allons arriver jusqu'au coup d'État de Mobutu, je crois, et la longue période du parti-État qui va rester vraiment 67, un peu récréé, jusqu'en 90, quand c'est le multipartisme. Il faut donc renégocier un nouveau virage. Et pour renégocier un nouveau virage, il nous faut la conférence nationale souveraine. Cette conférence nationale souveraine est devenue aujourd'hui légendaire parce qu'une grande référence dans l'histoire de notre pays. Est-ce que, et je voudrais quand même demander peut-être à Jérôme ou à Diana, à Jérôme pour la conférence nationale souveraine, quelles sont les forces en présence? Les forces en présence, d'abord il faut placer la conférence nationale souveraine dans le contexte de l'histoire. Il y a le vent de la perestroïka qui souffle à travers le monde. Les gens ont soif de la démocratie. Et Gorbatchev, qui est à Moscou, est en train d'imposer des réformes. Les murs sont en train de tomber au niveau mental. Et surtout, on est en train de mettre un terme à la guerre froide. Alors, ce vent-là, tout le monde... tous les peuples du monde se disent, écoutez, nous aussi, on peut faire comme les autres. C'est ainsi qu'on avait une multitude de conférences nationales souveraines. Et ici, chez nous, Mobutu, en tant que grand stratège, ayant senti le vent venir et très violent, il s'est d'abord lancé dans ce que lui, il va appeler les consultations populaires. Les consultations populaires qui vont commencer, qui vont durer 3 mois, du 30 janvier au 2 avril 1990. Et là, il se met à l'écoute du Congo profond, toutes les couches, on le voit vraiment plus proche de la population. Et à l'issue de ces consultations, eh bien, il convoque la conférence nationale souveraine. C'était le 14 janvier 1990, parce que ça a commencé à partir des 90 jusqu'en 92. Curieusement, toujours au mois de janvier. Hein, voilà, alors, et là, vous avez, de dans l'histoire de notre pays, c'est pour la première fois qu'on a vu autant d'intellectuels, autant de... Toutes les couches étaient représentées, plus ou moins 2500 Congolais. Et ils ont parlé avec leur cœur, ils ont démontré qu'ils étaient intelligents, qu'on pouvait parler à haute voix des problèmes du pays. Et il y avait de très bonnes résolutions. Malheureusement, toutes ces résolutions ne seront pas exécutées. On sait très bien que parmi les résolutions, Tshisekedi était élu Premier ministre. On a senti le vent de la démocratie. Mobutu était même obligé de se replier à Kawele parce que les choses étaient devenues intenables et il fallait regarder des traits. Les gens oublient peut-être que Mobutu était aussi participant à la conférence nationale souveraine. Quand vous lisez l'ordonnance créa, il s'est représenté lui-même dans la conférence nationale souveraine, quand bien même il n'était pas physiquement pendant tous les travaux. Et alors, c'est à l'issue, quand vous le lisez aujourd'hui, il est toujours d'actualité, un texte bien pensé, mais qui n'était pas... Nous parlons gouvernement, nous parlons Sénat, ça n'a rien dans notre culture. Qu'on rentre au Tchakani. Non, il ne faut pas rentrer au Tchakani. Au Tchakani, alors il faut qu'on fasse quoi? À ce qu'on appelle Ubuntu. Dans notre culture ancestrale, tirer quelque chose de bon et moderniser. Comme ça, nos commencer par faire une chaire à l'université, ça. Oui, enseigner, quand ça sera devenu une culture, ça pourra devenir une pratique. Il faut des recherches. Je prends l'exemple de la Chine. Les modèles d'État chinois. Je connais très bien la Chine. C'est un modèle calqué sur
le système impérial. Tout ce que les Chinois ont pris en Occident, c'est le marxisme. Et ce marxisme-là n'est pas comme celui de l'Union soviétique. Ça a été sinisé. Très bien, merci beaucoup. L'âme doit être l'âme Ubuntu. Ubuntu, oui. Voilà. Jérôme Sekana. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir dans la mesure où les violences sont en train de s'accorder. Je constate que le gouvernement, sachant très bien que c'est lui qui gère le pays et qu'il a échoué à organiser des élections dans les délais, il faut le dire, même si ça ne plaît pas à Diana, mais c'est ça la réalité, sinon il devrait le faire. Alors, est en train de comprendre qu'il faut libérer les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, parce que le ministre de la Justice a promis qu'une centaine de nos compatriotes seront libérés. Je félicite le gouvernement pour ça et je lui demande d'aller encore plus loin pour essayer de vider tous les désidératas des opposants. Par contre, du côté de l'opposition, je voudrais qu'eux aussi comprennent qu'ils ne fassent plus de la récusation du médiateur comme une priorité. Donc il faut qu'ils rejoignent les autres pour que nous obtenions l'inclusivité. Kodjo peut rester là, surtout que ce n'est qu'un facilitateur, mais si le gouvernement arrive à satisfaire à leurs désidérata, notamment la libération des hommes politiques, parce qu'on a amnistié même ceux qui ont tué, je pense que ça serait une très bonne chose. Mais je voudrais quand même demander à ce que nous puissions aussi profiter de cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas les moyens de sa politique. Regardons le contexte. Le gouvernement, je conclue en disant ceci, le gouvernement est incapable de mobiliser 1,2 milliard de dollars pour financer le cycle électoral. D'où la nécessité de recourir par exemple à la proposition de Corneille Nangaa. Il a parlé de 3 propositions. Moi je souhaiterais qu'on organise toutes les élections en une fois. Et pour ça, si la communauté internationale insiste, c'est parce qu'elle attend seulement le calendrier. Et dès que le calendrier sera là, nous sommes convaincus que l'argent pourra venir soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et on peut organiser ces élections. Nous serons loin du Ubuntu en tout cas. Le gouvernement n'a pas l'argent. José, vous parlez les derniers, alors parlez très court. Oui, en attendant que l'avènement de Ubuntu, moi j'ai encore revisité Talleyrand. Il a une phrase aux allures poétiques qui dit « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Vous voyez, la lecture que nous venons de faire depuis 60 nous renseigne que nous courons toujours derrière la notion de l'inclusion, premièrement. Et ça nous rattrape si on n'a pas négocié cette inclusion. Donc le train du dialogue est certes parti de la gare, mais je crois qu'on a tout à gagner en jouant toujours et toujours la carte de l'inclusion, premièrement. Deuxièmement, je dirais comme un autre philosophe français, je crois, Georges Bernanos, il dit « L'optimiste, c'est un imbécile heureux, le pessimiste, c'est un imbécile malheureux, mais il préfère plutôt le réaliste. Parce que le réaliste, il voit la réalité. La réalité, c'est 2 choses. C'est un pays que nous avons à sauver. C'est une population qui, grosso modo, ne s'est jamais retrouvée dans les combines politiciennes. Et quand nous analysons très souvent, il y a un acteur que nous passons souvent sous silence, c'est cette population-là, qui est très souvent marginalisée, dont on ne prend pas toujours en compte les aspirations. Il nous faut de temps en temps revenir à ces aspirations de cette population-là. Merci José, merci beaucoup aux amis. Nous sommes vraiment à la fin. Et oui. L'inclusivité ou l'inclusion, si c'est par rapport aux individus, c'est impossible. Merci si c'est par rapport à l'adhésion à l'intérêt national, je pense que là... Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission, vous avez compris. Nous avons évoqué le passé et je voudrais vous lire 2 extraits très rapidement, si on me le permet. C'est le dernier discours qui a été prononcé à la clôture de la conférence nationale souveraine, qui a duré 2 ans. Ça a été le plus long de tous les débats. Monseigneur Mosengo, qui était le président, je vous dis simplement 2 extraits. Il dit ceci: le passé de notre pays se distingue aussi par l'exclusion amie de l'intolérance. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises,
l'exclusion ne fait pas partie des traditions politiques dans notre pays. L'intolérance signifie que l'on ne tolère pas la contradiction. On fuit les débats d'idées. On recourt aux manifestations de violence pour incriminer ou empêcher simplement la libre expression des opinions. Bref, pour s'opposer à la démocratie. Notre pays connaît des violences et des exclusions résultant de l'intolérance. Hélas, de nombreuses victimes innocentes sont à déplorer. Elles sont l'objet de l'exclusion parce que n'appartenant pas à telle ou telle tribu ou ne partageant pas telles idées. Premier extrait. Deuxième extrait, toujours dans le même discours prononcé à la fin de la conférence nationale souveraine. Monseigneur Mosengo dit « Quelque beau et fignolé que puissent être les textes d'une loi ou d'un contrat ou d'un accord, si ceux qui sont appelés à l'appliquer ne sont pas de bonne foi ou sont incompétents, l'objectif poursuivi par cette loi ou ce contrat ou cet accord ne sera jamais atteint. » L'expérience de la première et la deuxième République est là pour nous en convaincre. La loi fondamentale de 60 peut avoir eu des lacunes, mais les hommes de bonne foi, voués à la cause du peuple, ne pouvaient pas ne pas trouver une solution pour la sauvegarde de l'ordre républicain. Deuxième extrait et fin de cette émission qui nous vient de l'histoire. Cette histoire que nous ne pouvons pas répéter avec les mêmes erreurs si nous l'avons bien comprise. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'avoir participé à Espace Républicain. Merci aussi aux amis. Ça a été laborieux de rentrer dans l'histoire, de nous rappeler nos incompétences, nos erreurs du passé, mais surtout de savoir que l'avenir pourrait être radieux. Elle pourrait être radieux parce que nous croyons en l'homme congolais. Chaque fois qu'il était en face d'un autre Congolais avec la bonne foi, il a réussi à soulever les montagnes. Nous sommes un pays debout, comme l'a dit quelqu'un. Merci et à la prochaine.